Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce top 50 des films de l'année. Pourquoi 50? Parce que j'ai vu pile 50 films sortis en 2024. Ça tombe bien, on est dans le thème. Et globalement, je les ai rangés sur Letterboxd et on va voir ensemble qu'est-ce que je pensais justement de ces 50 films pendant cette année. Il faut juste savoir un truc, c'est que 2024, je l'ai abordé de manière très froide niveau cinéma. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui me donne envie? Et la réponse, c'était rien. À la limite, certains films de gros studios comme le MCU, je me suis dit, bon, j'irai peut-être les voir parce que je suis toutes les productions. Mais clairement, j'avais pas envie d'aller au cinéma comme j'avais eu envie en 2023. En 2023, on avait Barbie, Miraculous Sophie, Spider-Verse 2, on avait plein de films où je me disais, il faut que j'aille le voir. Genre, Mario, j'irai Day One. Là, il y a très peu de films où je me suis dit, ouais, j'irai Day One, non, j'irai quand j'aurai le temps, si j'ai envie. Ce qui fait que les films qui sont en bas de mon classement, sincèrement, je les ai détestés du plus profond de mon être en me disant pourquoi j'y suis allé pour ça. Mais par contre, les films qui sont en haut du classement, c'était vraiment des films géniaux que je suis content d'aller voir. Donc, je suis content d'y être allé quand même. Donc, bref, je vous laisse admirer mon top 50 des films de 2024. Bon, du coup, on va commencer ce top de l'année avec les plus mauvais films, donc de la place 46 à 50. Et donc, le pire film que j'ai vu cette année pour moi, c'est Duc-Obus passe au vert. Je suis vraiment un énorme fan du premier Duc-Obus. Le deuxième, je le trouve vraiment cool. Mais alors, celui-là, je trouve que rien ne va, que tout est catastrophique, que les acteurs jouent mal, ce qui est vraiment dommage, sachant que Duc-Obus jouait bien dans les premiers quand même. Hein, et c'est aussi dommage de le changer à chaque fois, mais bon, on a l'habitude maintenant. Et globalement, je trouve aussi que le message écologique est une catastrophe. Hein. Il n'y a vraiment rien qui va. Pour Cocorico, le problème c'est que c'est un peu l'habitude, on a toujours l'impression de voir ce film. Et sincèrement, j'ai essayé de prédire ce qu'allait être le film, et bien j'ai eu quasiment raison sur tout. Et quand j'arrive pas à me dire « Ah, ce film est original !» et bien clairement, c'est un mauvais film. Pour me faire ça, clairement, c'est une grosse déception, parce qu'à part une petite chanson et un peu le personnage du méchant, il n'y a rien qui va, je trouve. Et même l'animation, je revois des extraits, mais c'est moche, c'est moche. Sincèrement, ils ont voulu faire du réalisme, ok, c'est un point de vue, mais l'animation, la manière dont ils bougent, je n'y crois pas. Et pour moi, c'est un gros défaut. Ensuite, on a C'est le monde à l'envers, donc une comédie, si on peut dire ça, ou un drame. Je sais pas, je saurais pas classer ce film. C'est avec Michael Youn, voilà. Mais sincèrement, ce film, il y a plein de trucs, tu te dis, vous pourriez aller un peu plus loin, mais non, vous n'y allez pas. Et clairement, je me suis ennuyé. J'ai l'impression qu'il durait des plombs, ce film, et j'ai pas pu l'apprécier. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un des films, j'ai l'impression que les gens en ont quasiment pas parlé. Donc, clairement, ouais, c'était pas une bonne séance quand je l'ai vu. Et enfin, on a Joker Folie 2. J'adore les comédies musicales. Ceci n'est pas une comédie musicale parce que, y a rien qui est drôle. Et surtout, les musiques sont chiantes. Et pour une comédie musicale, avoir des musiques chiantes, franchement, c'est pas ouf. Genre, j'ai vu un épisode de Doctor House avec une comédie musicale juste un moment, c'était beaucoup plus sympa. Là, on se fait chier. Il y a si un moment dans le film où c'est un peu bien au niveau du procès, et une chanson qui est intéressante, je trouve, mais sinon, clairement, ça vaut pas le coup. Pour les places 41 à 45, on a d'abord en 45 La Demoiselle et le Dragon, ou je sais plus comment il s'appelle réellement, avec Millie Bobby Brown sur Netflix. C'est un film vraiment bateau, pour le coup, j'ai quasiment rien à dire. C'est vraiment, ouais, il se passe des choses, et voilà. Pour Orion and the Dark, qui est aussi sur Netflix, donc un film DreamWorks, honnêtement, j'adorais la patte artistique, hein. Je trouve que l'idée de base était super intéressante, on a eu de bonnes idées. Puis, ils ont totalement tout gâché avec la fin du film. Le fait de mettre une histoire dans une histoire dans une histoire, j'ai pas pu apprécier. Sincèrement, j'ai trouvé ça désastreux et ça m'a plombé tout ce que j'avais vu jusqu'à maintenant. J'aurais pu vraiment me dire que c'était un très bon film, mais ils ont pris ce parti-là à la fin et ça ne m'allait pas. Ensuite, on a Entre Chien et Chat, une comédie française qui veut faire parler des animaux en 3D qui sont faits d'une manière dégueulasse. Genre, la bande-annonce vendait pas du rêve, et ben le film, c'est totalement la bande-annonce. Ça vend pas du rêve.
Alors après, je vois toute la bonne volonté dans le film, c'est pour ça que je peux pas le mettre aussi bas que d'autres. Mais clairement, il y a eu beaucoup trop de problèmes pour que ce film soit réellement intéressant à mes yeux. Ensuite, on a un Dupieux avec le deuxième acte. Et clairement, le film ne nous ment pas. On nous parle d'un deuxième acte. Ce qui fait que c'est hyper frustrant de ne pas avoir la fin. Et autant, dans les Dupieux où il n'y a pas la fin, c'est pas grave. Mais lui, sincèrement, il a été hyper frustrant. Quasiment du début à la fin. Notamment la fin où tu as un plan séquence où il ne se passe rien pendant au moins 2 bonnes minutes, si ce n'est plus. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh punaise, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Il y avait de bonnes idées dans le film, mais sincèrement, j'ai eu du mal. Et ensuite, à la place 41, on a Descendant 4, Rise of the Red. Globalement, je pourrais en dire beaucoup de choses que j'ai pas aimé, notamment l'hommage à Cameron Boyce que j'ai trouvé pas ouf. Hein. Je suis désolé, il y en a plein qui ont dit, oh c'est trop bien. Non, c'est pas ouf. Pour moi, c'est irrespectueux en plus. Mais globalement, Mayulek a tout dit dans sa vidéo, donc allez la voir. Clairement, je trouve que ce film est une occasion gâchée parce qu'il y avait plein de bonnes idées, notamment la mise en scène est incroyable. Il y a des chansons qui sont incroyables dans le film, mais ça ne marche pas. Et je me rends compte qu'il y a quand même 2 comédies musicales qui sont en dessous de la moitié du top. Ça fait peur. Pour les places de 36 à 40, on commence avec le 40 avec Blame the Game ou Le Jeu. Je sais plus exactement le nom français. Et globalement, je me souviens de quasiment rien en fait. Il joue, il y a des engueulades. C'est un film qui n'est pas français, mais qui reprend beaucoup de codes du cinéma français. Et globalement, ouais, c'était classique. Beaucoup trop classique pour moi. Ensuite, on a Don't Move, qui promettait beaucoup. Hein, toujours un film sur Netflix fait par Sam Raimi. Et non, j'ai pas pu apprécier. C'était un peu trop long pour ce que c'était. Et voilà, ça reste aussi très classique. Je m'attendais à beaucoup plus de ça. On continue avec The Platform 2. Et clairement, si le début du film était assez cool, à partir du moment où l'un des personnages meurt, ça n'a plus d'intérêt. Sincèrement, je trouve que ça devient n'importe quoi. La caméra s'emballe. Enfin, il y avait de très bonnes idées dans le 1, de très bonnes idées au début du 2. Mais ça ne va pas au-delà. Ensuite, Les Dessous de la famille. C'était aussi une comédie sur Netflix. Donc, quand j'avais pas grand-chose à regarder, en fait. Et clairement, pas ouf. Non, ça passe. Mais voilà, c'est un film que tu regardes en mode... Ouais, je regarde pour que ça passe. Mais il n'y avait rien au cinéma, il y avait ça. Ensuite, on a Sous la scène. Qui, franchement, aurait pu être très bien. Moi, j'attendais beaucoup de ce film, notamment... parce que je suivais son développement depuis hyper longtemps. Hein, je connais certaines des personnes qui ont travaillé sur le film. Et globalement, il m'a pas mal déçu parce que tu te dis, vous avez un concept fort, vous allez pas assez loin. Ou alors, vous allez trop loin à la fin. Vraiment, je pense que j'ai pas abordé le film dans de bonnes conditions. J'aurais dû le voir autrement, j'ai peut-être eu trop d'attentes. Parce qu'il propose des choses sympas, hein. Mais il propose aussi beaucoup de problèmes qui ont fait que j'ai pas pu apprécier le visionnage. Pour les places 31 à 35, on a Moana 2. Donc on a un Disney qui est en dessous de la moitié du top, encore une fois. C'est triste, non? C'est Disney. Mais le problème, c'est qu'on voit très bien que c'est une série qui a été rafistolée en film. Et ça ne marche pas comme ça devrait. Alors, il y a des musiques que j'adore, comme Je peux avoir un Chiou. Alors, il y a des choses que j'aime pas trop dans cette musique, mais quand même, j'aime bien me la réécouter en ce moment. Mais voilà, c'est pour moi, vaut mieux penser que au Vaiana 1, ou voir que les bons côtés de Vaiana 2, comme l'animation, qui est quand même super belle, mais bon, c'était Disney, c'était un minimum à demander. Ensuite, on a If, ou le film sur les amis imaginaires, qui, clairement, pareil, c'est un film classique, mais il y a eu quelques moments où je me suis dit, oh, c'est pas mal, ça pétillait un peu dans mes yeux, je me suis dit, allez. Pourquoi pas, c'était sympa quand même. C'est pas le film de l'année. Hein. De toute façon, avant de faire le top, j'avais presque oublié que je l'avais vu. Mais globalement, j'ai quand même passé un bon moment. Ensuite, on a Dali, donc un autre film de Quentin Dupieux, le premier de l'année. Et même s'il est beaucoup moins frustrant que le deuxième acte, clairement, c'était pas le film pour moi. Je trouve qu'il capture bien ce qu'était Dali. Ça, je suis d'accord. Mais il y a plein de moments où je me dis, oh là... Non, c'est pas pour moi. Je suis désolé, je rejette ce film.
Et pourtant, voilà, je crois qu'il y avait plein de bonnes idées, il y a plein de petits gags absurdes qui m'ont fait rire. Et même parfois la répétition d'une même scène. Pourquoi ça passe? Ça peut faire rien, mais... C'était pas pour moi de manière générale. Ensuite, on a Et plus Affinité, un petit film un peu en huis clos sur un couple qui veut proposer de faire de l'échangisme à un autre couple qui est beaucoup plus établi qu'eux. Oui, il y avait de bonnes idées. Sincèrement, le duo avec Carré et Campan marche super bien. Ils avaient déjà travaillé ensemble, mais ça se voit. Mais clairement, ouais, il est un peu plan-plan par moment, même si des fois j'ai pu rire. Ensuite, on a le film L'Héritage qui clairement passe. Il y a eu de bonnes idées derrière, hein, mais je préfère notamment des films comme À couteau tiré qui marchent beaucoup mieux dans ce genre de concept. On atteint enfin la fin de la moitié de ce classement avec Kaizen en 30e position. Et oui, c'est un film qui est quand même sorti au cinéma, donc je le mets là, même si je l'ai vu sur YouTube. Et c'est un documentaire sympathique. Il y a des petits problèmes, j'en ai un peu parlé dans la revue Shorts. Donc voilà, clairement, il est stylé quand même, parce qu'on est waouh, c'est pas mal. Mais c'est pas non plus le truc de l'année. On continue avec Tomber du camion, qui est un drame familial, comme la France en fait souvent. Il y a des petits moments drôles quand même. J'ai bien aimé la dynamique entre les deux frères et leurs parents. Patrick Timsit joue vraiment bien dedans. Mais encore une fois, c'est du classique dans ce qu'on a. Donc moi, j'en ai un peu marre des fois de voir tout le temps du classique. Ça peut être bien. Là, c'est du classique qui marche. Mais franchement, j'aurais préféré qu'il y ait waouh, un truc vraiment wouh, c'est incroyable. Mais on ne l'a pas eu. On continue avec Madame Web, qui n'est pas aussi détestable que tout le monde le dit. Sincèrement, je trouve qu'il y a de bonnes idées. C'est juste frustrant qu'on nous vende quelque chose avec le film qu'on ne l'est pas. Mais en même temps, c'était le but du film. On le comprend quasiment dès le début du film. Donc, ouais, pourquoi pas, sincèrement. Il y a de bonnes idées, il y en a des moins bonnes, mais bon, on fait avec. Ensuite, on a encore un film Netflix avec Les Loups-Garous, qui du coup en anglais s'appelle Family Pack. Non, les loups-garous, c'est pas pour nous. Et je comprends, parce que en soi, le jeu est un peu une excuse, mais en même temps, il n'est pas si bien exploité que ça. Moi, j'ai passé un bon moment quand même, parce que je me suis dit, bon, il y a de bonnes idées, hein, et honnêtement, j'ai presque préféré ça à l'émission que j'ai trouvé vraiment pas ouf. Mais oui, ça allait. Il y a eu des petites idées par-ci par-là qui sont intéressantes, et d'autres où tu te dis, ouais, c'est français. Et des fois, il faudrait se délivrer un peu de ça. Et avant d'entrer dans le top 25, on a Karaoké. Donc, une diva se retrouve un peu huée par son public. Elle va aller voir sa femme de ménage et ensemble, elles vont faire du karaoké. Globalement, c'est du classique. C'est quelque chose qu'on a souvent vu, d'avoir quelqu'un qui est haut placé socialement avec quelqu'un qui est un peu plus bas placé. Mais la personne bas placée va montrer à la personne haut placée que les petits trucs du quotidien, c'est bien. Et elles vont s'éclater dans un truc qui, franchement, c'est cool. Eh oui, c'est cool. Enfin, moi, j'aime bien les films musicaux. Karaoké est un peu musical, donc pour moi, ça passait très bien. Donc voilà. On va enfin pouvoir entrer dans le classement avec des films que je trouvais beaucoup mieux, notamment avec Deadpool et Wolverine, qui est donc le seul film MCU de l'année. Et c'est un bon film MCU. Peut-être que le fait de ne pas en avoir eu 50 000, ça a aidé. Mais je trouve que c'est un très bon film Deadpool, peut-être même le meilleur, c'est celui que j'ai préféré en tout cas. Wolverine, c'est un plaisir de le revoir, il y a plein de références et moi ça m'a fait plaisir. Bref, c'est un bon petit plaisir que je me reverrai sur Disney Plus quand il sortira, mais clairement, génial. Ensuite, on a Maison de retraite 2 qui reprend certains détails du premier qui est cool, mais le problème c'est qu'il veut faire deux histoires bien distinctes qui ne marchent pas ensemble. Et là, c'est moins bien. Et c'est dommage parce que pour le coup, c'est le genre de film où je me dis, Kev Adams joue vraiment bien. On a plein de seniors à côté, des seniors, des cadors, que dis-je. Par exemple, Jean Reno, Enrico Macias, Gisèle Lassou, enfin, plein de gens que j'adore, Firmin Richard. Enfin, vraiment, des gens que j'admire. Mais voilà, ils ont voulu faire deux histoires et ça passait pas trop. Mais j'ai quand même ri, donc j'ai quand même gardé un bon souvenir, même si je préfère le 1. On a ensuite 14 jours pour aller mieux, que je suis allé surtout voir pour Romain Lancry, que j'adore. Et ça passait bien. Je trouvais que le film était un peu plat par moment. Mais bon, on était dans le thème. On avait envie de suivre les personnages quand même, donc pourquoi pas. Ensuite, on avait L'Heureux Élu, qui des fois allait un peu trop loin.
Mais pour des acteurs comme Gérard Darmon qui carbotine à max, j'ai trouvé quand même que ça valait le coup. Même si là, je parle vraiment de son métier en tant qu'acteur et pas des révélations qu'il y a eu après la sortie du film. Mais bon, ça a quand même été un film que j'ai bien aimé, même si je n'aime pas du tout Camille Lelouch. Je ne supporte pas cette actrice. Là, ça passait à peu près. Et avant le top 20, on a le film de l'année Détective Conan. Donc un petit Détective Conan vs Kaito Kid. Personnage que je l'aime bien dans la série. Hein, mais là, pour le coup, j'ai été vachement déçu parce que j'ai pas vu toute la série. Il me manque beaucoup de saisons à rattraper. Et globalement, il y a plein de choses que j'ai pas pu comprendre. Même si, encore une fois, c'est très stylé visuellement. On passe pour les places 16 à 20 avec 3 films où la musique est dedans. Et franchement, c'est cool. On commence d'ailleurs par Wicked, qui, je trouve, est un excellent film. Franchement, j'ai toujours regretté de ne pas avoir pu voir la comédie musicale. Là, je suis content de l'avoir vu. Je trouve que c'est super beau. Je trouve qu'on a de très bonnes idées. Les deux actrices jouent super bien. Franchement, je connaissais pas le talent d'actrice d'Ariana Grande et c'est bluffant. Enfin bref, j'ai vraiment adoré et j'ai hâte de voir la partie 2 cette année. Ensuite, on a Les Chefs de Danny Boone et ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tant de gens ne sont pas allés voir. Sincèrement, il y en a plein qui ont dû se dire « Mais c'est débile comme truc !» Oui, ça a vraiment existé pour le coup. Et on retrouve vraiment du Danny Boone comme il sait en faire, à fond dans le cartoon. Et moi, j'ai apprécié ça. Donc franchement, Les Chefs, c'était l'une des belles surprises de l'année. Et je vous recommande de le voir. Moi, j'ai envie de me le revoir parce que c'est un des Danny Boone qui me fait reprendre espérance en lui. Franchement, il est déçu depuis plusieurs années. Là, ça va. J'ai adoré. Merci, Danny. On continue avec Enfant phare que beaucoup de gens ont adoré ou suradoré même. Moi, je le trouve relativement classique. Mais j'avoue qu'il a un peu fait vibrer certaines cordes en moi, notamment avec la musique, mais aussi les paysages du Nord-Pas-de-Calais, hein, parce que c'est là où je vais quasiment tous les étés et tous les hivers, parce que ma famille est là-bas. Et quand tu vois la manière dont ils décrivent le Nord-Pas-de-Calais, wow, c'est juste ça, c'est totalement le Nord-Pas-de-Calais, ils sont totalement dans le juste. Et j'ai été touché par cette histoire que parfois je me disais... Ah, c'est dommage, vous coupez au bon moment, au moment où vous pourriez commencer à parler d'un truc intéressant. Mais bon, c'est pas grave, on passe quand même un bon moment, les musiques sont cool. Bref, je pense que beaucoup de ceux qui ont aimé ont eu raison de l'aimer. Et j'aurais pu le mettre plus haut dans le classement, peut-être, mais bon, il y a quand même des bangers en haut. En 17ème position, on a Kung Fu Panda 4, qui est un bon film Kung Fu Panda. J'avoue que c'est pas mon préféré, hein. C'est pas lequel je préfère dans la trilogie, mais je les préfère globalement au 4, même si la caméléone est juste un méchant iconique pour moi parce qu'elle est juste incroyable. On a de bonnes idées de mise en scène, le couple de papa de peau, mais waouh, c'est génial. J'adore la manière dont ils l'ont illustré. Je trouve que c'est un très bon film qu'on devrait plus souvent diffuser pour les enfants. On continue avec La Famille Hendrix qui reprend un peu les thèmes d'un autre film qui est plus haut dans le classement, mais avec de la musique. Du coup, ça le rend très bien, mais pas assez fort justement au niveau de ces thèmes. Et c'est dommage parce que pour le coup, encore une fois, on retrouve Danny Boone, qui joue super bien. On retrouve Laurence Arnay, qui clairement n'est pas une actrice que j'aime particulièrement, mais là, elle m'a vraiment touché et j'avais envie d'aller plus loin avec eux. Et sincèrement, je pense que c'est une petite comédie qui mérite le détour. On va bientôt arriver dans le top 10, mais d'abord on va parler des places 11 à 15. Et on commence avec Mean Girl 2024, qui clairement est une bonne comédie musicale. Je l'ai dit, j'ai adoré une comédie musicale. Franchement, je suis allé en voir pas mal cette année, je suis content. Et j'ai adoré, il y a des chansons incroyables. D'autres, un peu moins, mais la mise en scène rattrape beaucoup. Bref, j'ai passé un excellent moment. Ça m'a donné envie de revoir celui de 2004. Je sais pas lequel je préfère entre les deux, mais clairement... Les deux ont de très bonnes qualités et ça donne envie d'aller plus loin. On poursuit avec Spy X Family, le code White. Et clairement, j'ai découvert le film pendant que j'étais en plein dans le visionnage de la série. Du coup, j'étais vraiment à fond dedans. Et il reprend parfaitement ce qui est bien dans la série, en encore plus grand. Donc pour moi, c'est une très bonne réussite. C'est un très bon film dérivé de série. J'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte surtout de voir la saison 3 de la série. Ensuite, on a Ensorcelé, qui est un film où je me suis dit au début, ah, ça va être pourri. Mais plus on avance, plus je dis, ah, il y a des petites qualités qui sont bien. J'ai envie d'aller un peu plus loin, donc ouais, pourquoi ne pas continuer? Et au fur et à mesure, tu te dis, ouais, ça passait bien.
c'est un bon Disney. Mais c'est pas Disney, c'est un studio tiers, c'est sur Netflix, donc c'est clairement pas Disney. Mais ça passait bien comme Disney, un peu de Wish, certes. Mais encore une fois, on passe un bon moment. Tout comme Kraven le chasseur, où, encore une fois, on se dit « Ah, mais ça va être nul !» Clairement pas. Clairement pas. Il y a des scènes d'action qui sont juste incroyables. Le charisme de l'acteur, waouh. Enfin, personnellement, j'ai trouvé que c'était un très bon film. Je suis toujours un peu déçu qu'on n'ait pas Spider-Man, mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, j'ai envie de continuer le Spider-Sony Universe sans Spidey. Mais le problème, c'est qu'il va s'arrêter. Et c'est dommage, je trouve. On est à l'entrée du top 10 avec Tout le monde sauf toi, qui est une très bonne comédie. Franchement, Sydney Sweeney, incroyable. Et j'ai bien rigolé. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à dire. On est dans des beaux paysages, on a de bon humour, on a plein de bons dialogues. Enfin, moi, c'est ce qu'il me faut, ça m'allait très bien. Là, on entre vraiment dans les films qui sont super bons avec Beetlejuice. Beetlejuice, faut pas que je le dise une troisième fois, sinon vous savez ce qui arrive. Et clairement, c'était un plaisir. J'avais découvert le premier un an auparavant, et là, de revoir tout le monde, c'était waouh. C'est une très bonne idée. Il y a plein de petites améliorations qui étaient cool. On a une fantaisie burtonesque qui marche du feu de Dieu. Bref, c'était génial. J'ai passé un excellent moment devant ce film. Mais c'est vrai que j'ai passé un encore meilleur moment devant Le Comte de Monte Cristo, le film français de l'année, je pense, hors comédie. Parce que clairement, c'est un excellent film. Et à part un petit moment où je me suis un peu ennuyé, où j'ai trouvé ça un peu long, qui bizarrement est la scène que tout le monde préfère, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé que c'était excellent et ça m'a donné envie de lire du Alexandre Dumas. Du coup, j'ai lu Les Trois Mousquetaires, pas Le Comte de Monte Cristo. Et le truc, c'est que Les Trois Mousquetaires est beaucoup mieux en livre qu'en film. Ça, faudra qu'on en parle peut-être un jour. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la famille Hendrix, maintenant on va parler de Nous les Leroy, que j'ai eu la chance de revoir récemment en plus. Et clairement, je sais pourquoi je l'ai mis là, parce que c'est un bon film, qui est très sympathique, un bon film sur la famille, que je recommande à tout le monde. Il veut pas péter plus haut que son cul, c'est sûr, mais clairement, il est tellement touchant, tellement attendrissant, que je le recommande. Et juste pour des dialogues comme la scène du bus, tu te dis, ouais, ça va loin, mais c'est drôle, je vous le conseille. En 7ème place de ce top, on a Le Robot Sauvage, qui est un très bon film DreamWorks. Clairement, l'animation est super belle, on passe de bons moments dans le film. Il est un peu trop classique dans sa structure, parce que, encore une fois, on savait très bien comment ça allait se dérouler. Mais en même temps, c'est ce qui fait sa force, c'est il sait qu'il est classique, mais il veut être touchant et attendrissant, il y arrive très bien. Et pour moi, je comprends pourquoi c'est l'un des meilleurs films d'animation de l'année. Pas le meilleur, vous verrez, mais clairement, c'est un de ceux que j'ai préférés. Et juste, je vous le dis, j'ai pas vu Flo, j'aurais dû le voir parce que clairement il a l'air bien, mais je l'ai pas pu le voir à temps. Et juste avant d'entrer dans les 5 meilleurs films, on a The Substance qui m'a marqué. Sincèrement, le body horror m'a dégoûté pendant une bonne partie du film. J'avais juste envie de vomir. Mais ce film m'a marqué, et comme je dis tout le temps qu'un bon film, c'est un film qui te fait ressentir des émotions, bah là, je les ai littéralement ressenties dans mes tripes. Oui, vous voyez de quoi je veux parler. Bref, c'est un film qui vraiment ne peut pas te détacher une fois que tu l'as vu, et je le conseille à tout le monde. Et donc, ce top 5, de quoi est-il composé? Et bien, en 5ème position, on a Challengers, un film sur le tennis, et aussi sur les relations amoureuses. Donc, deux choses, je me dis, ouais, pourquoi pas. Mais c'est tellement bien réalisé, t'es tellement pris dedans, tu te dis, waouh, c'est juste incroyable. J'ai envie d'en voir plus, c'est vraiment, rien que la scène du match de tennis final, tu te dis, waouh. Là, je sais pas comment ils ont fait, mais c'est juste incroyable. En 4ème position, on a la comédie culte de l'année. Un petit truc en plus, qui... J'ai rien à dire de plus que tout ce qui a déjà été dit, hein. Sincèrement, c'est une bonne comédie, qui tape pas trop sur les handicapés, qui tape aussi sur les valides, qui fait rire, qui fait un peu pleurer, qui est émouvant, qui est sincère. Bref, c'est le genre de comédie que j'aimerais voir plus souvent à l'écran, hein, des comédies qui ne tapent pas juste pour taper. Là, on est juste tous amis, c'est cool, on a de bonnes idées, bref. C'est un excellent moment. En 3ème position, on va parler du Pixar de l'année, à savoir Vice Versa 2, qui clairement aurait pu être au même niveau que Vice Versa 1, si ce n'est que la scène forte du 1
ne m'a pas tant touché que ça à l'époque. La scène forte de ce Vice Versa 2, à savoir la crise d'angoisse, j'ai vraiment été touché parce que c'était vraiment comme ça que je me le représentais dans ma tête à chaque fois. Et clairement, rien que pour ça, pour moi, ça devait être l'un des meilleurs films. Et pourtant, je l'attendais pas tant que ça parce que c'est vraiment une année cinéma où je me disais qu'il n'y avait rien qui m'intéressait énormément. C'est le seul truc qui me disait, oh, allez, pourquoi pas, parce que c'est ça. Et j'ai été agréablement surpris, donc franchement, je vous le conseille. En deuxième position, on a pour moi le meilleur film d'animation de l'année, qui est sorti cette année en France, mais pas dans d'autres pays, à savoir Pompo the Cinéphile. Clairement, c'est le film qui a été numéro 1 de mon classement pendant quasiment toute l'année. Rien ne pouvait le dépasser, il était incroyable, je me suis identifié à quasiment tous les personnages, j'étais vraiment à fond dedans. Rien que la fin du film où tu te dis, waouh, la durée idéale d'un film, c'est cette durée de film, c'est waouh, c'est... Je sais pas quoi dire, je suis vraiment ressorti en disant, waouh, j'ai envie de le revoir maintenant. Et c'est pas souvent que j'ai ce genre de réaction. Souvent, je vois un film, j'ai envie de le digérer. Là, j'ai envie de le réavaler encore une fois. Parce qu'il est juste incroyable. Et je l'ai toujours pas revu depuis. Mais je sais que dès que je vais le revoir, ça va me faire comme pour le secret de Terabithia. À savoir, une explosion d'émotions que j'adore. Donc franchement, si vous ne l'avez pas vu, Pompo the Cinéphile, allez le voir. Personne n'en a parlé. Je vois personne en parler nulle part. C'est incroyable. Sincèrement, c'est incroyable. Allez-y. Mais du coup, en vous disant que Pompo the Cinéphile était à la première place de mon classement, vous vous demandez sûrement, bah, pourquoi il n'est pas premier? Parce qu'il y a un film qui est sorti en fin d'année, en novembre, où je me suis dit, ok, ça, c'est mon film préféré de l'année, et c'est peut-être même l'un de mes films préférés. Pompo the Cinéphile avait déjà cet honneur, mais alors lui, clairement, je me suis dit, c'est que pour lui, c'est le panache. Le panache, c'est juste incroyable comme film. Je l'ai vraiment adoré de bout en bout. Parce que c'est mon histoire, en fait. Totalement. Si j'avais dû écrire quelque chose qui me touchait, bah, j'aurais sûrement écrit ça. C'est totalement ma vie telle que j'aurais pu la romancer. Et j'adore. Je me suis identifié à tous les personnages. J'ai été vraiment à fond dans chaque interaction, chaque micro-image était waouh. Vraiment, ce film, j'ai pas pu en décrocher les yeux. J'étais vraiment pris dedans. Et c'est pour moi le meilleur film de l'année. Et je sais que personne ne va en parler. Pour le coup, autant pour beaucoup de cinéphiles, il y a certains cinéphiles qui risquent d'en parler, je le sais. Mais alors, le panache, personne n'en parlera jamais. J'en suis quasiment sûr. Et c'est dommage. Parce qu'encore une fois, je regarde des films, moi, pour me faire plaisir. Il faut qu'un film me fasse ressentir quelque chose. Et même s'il n'est pas dingue niveau réalisation, bah, il m'a fait ressentir quelque chose qui est plus puissant que tout ce qu'il y avait avant. Alors, plus puissant que du Kobu 5, c'est facile. Et plus puissant que la scène de la balle de tennis en Challengers. Plus puissant que l'humour d'un petit truc en plus. Plus puissant que la crise d'angoisse de Vice Versa 2. Plus puissant que tout le film Pompo the Cinéphile. C'est totalement le film qui m'était destiné. Et si Le Secret de Terabithia, c'est mon film préféré, parce qu'il représente beaucoup mon enfance, Le Panache représente beaucoup ma vie. Donc, est-ce que Le Panache va dépasser Le Secret de Terabithia? Je pense pas. Mais sincèrement, on n'en est pas loin. On est sur l'un des meilleurs films que j'ai pu voir, parce qu'il m'a vraiment touché au plus profond de mon âme. Et donc, en conclusion, qu'est-ce que je peux penser de cette année ciné? Bah, elle a été classique. Globalement, il y a eu quelques films qui vraiment sont sortis du lot, et je comprends pourquoi. D'autres films qui vraiment étaient horribles, mais à force, on a l'habitude d'avoir ce genre de film. Et beaucoup de films où je me suis dit, ok, j'ai l'habitude de voir ce genre de film, il n'y a rien qui me surprend, c'est beaucoup trop classique pour moi. Et mine de rien, c'est problématique dans le sens où j'ai de moins en moins envie d'aller au cinéma. Et c'est pas bien. Actuellement, je n'ai vu qu'un seul film sorti en 2025, et clairement, ça n'annonce pas du bon. Je vais quand même y aller dès que je peux, parce que j'adore le cinéma. Mais voilà, j'ai fait quasiment un mois sans cinéma. C'est beaucoup trop par rapport à ce que je pouvais faire avant. Donc est-ce que 2024 m'a un peu dégoûté du cinéma? Peut-être. Est-ce que je peux en guérir? Oui, je peux en guérir. Et je continuerai à donner mes avis sur les films que je vois sur les Talkbox. Donc n'hésitez pas à vous abonner.
Et d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez, vous connaissez la chanson. Vous pouvez aussi faire des dons en devenant membre ou en allant sur Tipeee. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Et maintenant que mon top est fait avec quasiment un mois de retard, eh ben on va pouvoir reprendre les bonnes habitudes. Bientôt un Lady Vlog, n'est-ce pas? Allez, à bientôt. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne. Votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci.